Hello, c'est Ivoire, je suis sur Vremag. J'ai le plaisir de partager une interview en compagnie de Mamoït, l'occasion de parler de mon expérience, de ma trajectoire et aussi une belle opportunité puisque l'interview se passe en plein cœur de l'île de Ngor. Alors, je suis Ivoire de Rosen, journaliste, présentatrice d'événements, mais aussi médias surtout. J'ai également comme casquette anthroposociologue, dans le sens où j'interviens comme conférencière un petit peu. J'ai cette chance aux quatre coins du globe pour parler de différentes thématiques. Je suis également actrice dans le secteur culturel, événementiel. J'organise des événements et je suis aussi co-organisatrice de l'Ethno-Tendance Fashion Week Brussels, qui est un événement majeur autour de la mode afro-caribéenne, multiculturelle à Bruxelles, en Belgique. Et je suis également fondatrice du collectif afroféministe Mwanamke et je m'occupe de beaucoup de questions qui concernent le leadership et l'empowerment des femmes afrodescendantes. Alors la première chose que je fais le matin quand je me lève, en fait, c'est avoir une attitude de gratitude par rapport à la vie, par rapport à ce qui m'entoure. C'est une façon de commencer avec une bonne dose d'esprit positif et c'est un prélude, je dirais, à une journée qui est constructive, édifiante et positive. Et je pense que c'est important de se consacrer sur ce qu'on a et plutôt que de se plaindre de ce qui nous manque. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose à faire chaque matin. Alors, pour répondre, si j'étais une femme qui a marqué l'humanité, c'est une question extrêmement difficile puisqu'il y a tellement de femmes qui m'ont inspirée, qui m'inspirent encore tous les jours dans mon quotidien, dans ma vision. Alors, je dirais une femme qui m'a particulièrement marquée, c'est Awa Keïta, qui a été une militante et une activiste malienne pour justement la libération des femmes. Et c'est grâce à elle aussi qu'aujourd'hui, on a la journée du 31 juillet, qui est la journée, en fait, qui est la GIFA, la journée internationale des femmes africaines. Et donc son combat, ces luttes qu'elle a menées m'ont marqué. Une autre femme qui m'a marquée, c'est Maya Angelou, par toute sa résilience, sa force, comment est-ce qu'elle a pu d'où elle a commencé se développer, vraiment tout son message très profond, très militant, qui m'a extrêmement inspirée. Et je dirais aussi les femmes qui m'inspirent finalement au quotidien, ce sont des femmes de la vie de tous les jours, que ce soit ma mère, les amis de ma mère, parce que finalement c'est à travers elles qu'on arrive à se forger, enfin en tout cas que moi j'ai pu me forger mon expérience personnelle et puis qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Alors si j'étais un drapeau, c'est compliqué à dire puisque je suis très mélangée, très métissée. Du côté de mon père, j'ai des origines du Sénégal, du Mali et du Cameroun. Et puis du côté de ma maman, j'ai des origines du Soudan, de l'Angola, du Congo. Et pour l'Europe, Belgique, Portugal, France et Suède. Alors un drapeau, c'est extrêmement difficile de résumer toutes mes origines en un drapeau. Mais je dirais quand même symboliquement, ce serait le drapeau de l'unité africaine, puisque finalement je me sens très africaine, je suis très fière de mes origines, de mes racines, de l'histoire africaine, l'histoire avec un grand H, tout son héritage, toute la portée que l'Afrique a à travers le monde. Et je suis vraiment très attachée à mon afrodescendance et donc je dirais ce drapeau-là, eux aussi par rapport à tout le combat et le message qu'il porte par rapport au militantisme et à l'activisme et aussi toute l'histoire qu'a traversé le peuple afrodescendant, donc ce serait celui-là. Alors c'est vrai que j'ai un profil assez atypique parce que je suis assez polyvalente, j'ai plusieurs casquettes professionnelles et parfois je dirais même que c'est difficile à me présenter puisque j'ai un petit peu tout, enfin ce profil assez multiple et complexe. Alors comment l'expliquer? Je pense que c'est simplement la vie, les rencontres et les opportunités qui ont fait que finalement j'ai différentes
différents champs d'expertise professionnelle. C'est vrai que de formation, j'ai un background en anthroposociologie, où je me suis spécialisée sur les questions qui concernent les personnes afrodescendantes, et plus particulièrement le rapport au corps, à la mode. J'ai étudié les pratiques de mode vestimentaire et capillaire des personnes afrodescendantes. J'ai essayé de voir un petit peu tous les enjeux qu'il y avait, que ce soit l'activité des designers de mode, mais aussi le rapport aux cheveux et au corps des femmes afrodescendantes, que ce soit le retour aux cheveux naturels, au port du cheveu crépus, mais également les questions qui concernent le blanchiment de la peau. En fait, je voulais un petit peu explorer tous les rapports de domination qui traversent le champ de la mode, le champ de la beauté et de l'apparence. Donc ça, c'est un petit peu pour le côté anthroposociologique. Et donc, j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir donner des conférences un petit peu partout sur ces sujets-là, que ce soit en Belgique, en Europe, en Suisse, au Congo, où je suis intervenue dans le cadre du forum de la femme, de la santé et du bien-être de la femme congolaise. Ici à Dakar, j'ai aussi donné une conférence sur l'empowerment féminin. Donc voilà, j'ai vraiment cette casquette de conférencière. Et à côté de ça, c'est vrai que, si vous voulez, en fait, je me suis lancée dans la présentation. De fil en aiguille, j'ai aussi un background en communication et là j'ai commencé dans les médias, la télévision, la radio, ensuite les présentations d'événementiels, enfin d'événements un peu de toutes sortes, puisque ça peut être autant des forums économiques que des conférences, des soirées de lancement de livres. Pour en revenir aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la spécificité de mon profil qui est assez atypique, une multicasquette, c'est vrai que dans ma tête, j'arrive jamais à faire, je dirais, une scission claire, une démarcation entre mes différents profils, que ce soit la casquette de journaliste ou d'activiste ou d'anthropologue ou d'entrepreneuse ou je dirais de femmes qui s'intéressent beaucoup au leadership et à l'empowerment. Je dirais qu'il y a vraiment chaque fois une espèce d'histoire entre ces différents casquettes et expertise que j'ai l'opportunité de développer aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsque j'ai donné la conférence ici à Dakar, je me suis rendu compte que parfois j'avais plutôt ma casquette de professeur, de master de com, parfois celle d'entrepreneuse, parfois celle d'anthropologue. Et c'est ça aussi qui fait ma spécificité et mon profil assez atypique. Alors, Mwanamke signifie femme en swahili. Alors, pour nous, c'était important de prendre cette langue-là, puisque c'est une langue qui a quand même une grande résonance en Afrique et elle unit pas mal de pays. C'était aussi une façon de pouvoir s'adresser à un maximum de femmes afrodescendantes, parce que les femmes, elles sont plurielles, elles sont multiples, elles ont chacune des expériences, des voies et des trajectoires différentes. Et donc, c'est important qu'à travers notre collectif, on puisse être finalement l'écho de toutes ces voix féminines afrodescendantes. Alors, quel regard je porte sur la mode sénégalaise? Alors, la mode sénégalaise, c'est une mode que je suis depuis pas mal de temps. Et effectivement, il y a des grands noms de la mode comme Oumoussi et tant d'autres. Alors, c'est vrai qu'à travers notre Fashion Week en Belgique, j'ai eu l'occasion d'en voir pas mal défiler. Bien sûr, des créatrices comme Adama Paris. En Belgique, il y a aussi Bafel Druin. Il y en a beaucoup. Et donc, du côté des diasporas, on a déjà l'opportunité d'en voir. Et puis ici, il y a aussi toute une jeunesse qui est très créative, en pleine expansion, en pleine explosion. Il y a par exemple le designer Laed Gay, qui est venu participer à notre Fashion Week en Belgique, qui a beaucoup de talent. J'ai vu aussi sa nouvelle collection ici lors de la Dakar Fashion Week, où j'ai découvert aussi encore de nouveaux talents en pleine ébullition. Et finalement, je pense qu'il y a vraiment un vrai savoir-faire. Il y a aussi beaucoup de tissus locaux qu'on peut mettre en avant à travers la mode sénégalaise. Donc ça fait plaisir. Je pense qu'elle a vraiment un très bel avenir devant elle. Et voilà, ce qu'elle doit faire, c'est continuer à circuler avec les différentes inspirations de mode. Et voilà, mais j'aime beaucoup la mode sénégalaise.
Alors, ce qui me révolte dans le milieu de la mode, et plus particulièrement dans le champ culturel, je dirais que c'est la question de l'appropriation culturelle. C'est le fait que des personnes s'approprient les traits culturels et artistiques de designers sans citer les sources et en faisant passer comme les personnes qui sont à la base de ce concept créatif, culturel, ou par exemple de cette œuvre d'art ou de cette création de mode. Alors c'est hyper révoltant parce que pour moi ça participe à un phénomène de néocolonisation ou de malhonnêteté intellectuelle, de non-respect de la propriété intellectuelle. Donc je dirais qu'effectivement c'est une question qui est assez sensible puisque dans le secteur de la création, c'est difficile de faire la nuance entre la copie, entre la création, entre l'innovation, mais on voit qu'en fait il y a des grandes enseignes de mode connues internationalement qui vont s'approprier des savoir-faire locaux traditionnels, simplement comme ça, sans citer les sources, sans dire d'où ça vient, quelles sont les populations qui sont à la base de ce concept créatif, ou alors simplement qui vont récupérer le savoir-faire et les créations de designers moins connus et se prétendent être les personnes qui ont créé ce design, ces créations. Et donc c'est extrêmement choquant puisqu'on voit que finalement c'est une logique très oppressive, très violente de domination où on vient piétiner et écraser les autres comme ça. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui me révolte et c'est une question sur laquelle je travaille en tant qu'anthroposociologue, mais aussi en tant qu'activiste du secteur de la beauté et de la mode, que l'on puisse garder la pérennité de toutes ces personnes qui créent, qui innovent et qu'on respecte voilà, leur création, leur invention, leur imagination, qu'on cite les sources, même quand on s'inspire, qu'on les cite et qu'on arrête de récupérer parce qu'on se voit que c'est toujours des logiques qui vont dans le même sens, où ce sont les mêmes groupes qui vont récupérer ce que d'autres font et donc ça c'est quelque chose qui me révolte. Est-ce que je suis plutôt une femme, on va dire, qui est plutôt centrée vers le foyer ou plutôt une femme qui suit coquette ou portée sur mon apparence? Alors je dirais que voilà, il n'y a pas spécialement d'étiquette ou alors je m'étiqueterais de toutes ces étiquettes puisque je n'aime pas le fait d'être contenue à un certain rôle, à une certaine identité. Ce qui est important, c'est de pouvoir s'autodéfinir soi-même selon sa propre volonté, selon ce qui nous inspire. J'aime bien cuisiner, oui, d'accord. J'aime bien m'apprêter. Je pense que ce sont des choses qui ne sont pas du tout incompatibles, bien au contraire. Ce que j'aime, en fait, c'est me sentir bien chez moi, me sentir bien dans mon corps, bien dans ma peau, m'accepter. Essayer aussi de composer avec mes imperfections, mes atouts, et de ne pas non plus vouloir absolument essayer d'atteindre la perfection, puisque je pense que la perfection, c'est quelque chose qui peut blesser, qui peut aussi nous oppresser. En tant que femme, on est soumis à beaucoup d'injonctions, beaucoup de pression depuis la tendre enfance, à travers notre socialisation, comment est-ce que... à travers les différents schémas qu'on nous véhicule. Et donc je pense qu'il n'y a pas cette même pression qui pèse sur les hommes, en tout cas je pense qu'il y a des pressions, mais qu'elles sont différentes. Mais la femme, on lui demande d'être parfaite à tous les niveaux, que ce soit être une bonne ménagère. Et souvent, on lui demande d'abord d'être une bonne ménagère ou une bonne mère avant d'être une bonne, par exemple, professionnelle ou aspirer à ce qu'elle veut atteindre au niveau de son environnement professionnel. Mais ce qui est important, c'est qu'elle puisse vraiment choisir elle-même ce qui lui correspond le plus et aussi voilà, qu'elle puisse se définir comme elle le souhaite. Si c'est se définir en étant mère au foyer, très bien. Mais si c'est se définir en étant une femme d'affaires ou une femme carriériste ou une militante, une activiste, qu'elle puisse l'être aussi et qu'on ne vienne pas chaque fois la rabâcher avec, je dirais, des rôles socio-sexués qui sont un peu trop établis, qui peuvent être aussi écrasants puisqu'on voit qu'il y a cette espèce d'injonction pour la femme à se définir à travers son rôle maternel ou son rôle en tant qu'épouse ou son rôle en tant que sœur ou que ménagère. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'elle puisse choisir elle-même comment se définir.
définir. Ça peut bien sûr passer par tous ces rôles-là, mais c'est vraiment à elle de faire son choix. Et pour ma part, je me sens... C'est vrai que j'ai plutôt une figure d'entrepreneuse culturelle, d'entrepreneuse média, mais je suis très bien aussi dans mon rôle, on va dire, voilà, de ménagère si j'ai envie de le faire pour, et de voilà, pouvoir fluctuer comme je le souhaite. Mais je pense que c'est important pour nos jeunes filles qu'elles puissent s'épanouir, se développer sans toutes ces injonctions. Et aussi, quand on voit qu'il y a beaucoup de pression pour les jeunes femmes quand elles arrivent à un certain âge, la pression de l'horloge biologique, on leur dit voilà, il serait peut-être temps d'avoir des enfants, il serait peut-être temps de te marier. Moi, je pense que le temps, c'est à chacune de se le définir et de se... C'est pas aux autres ni à la société de l'imposer aux femmes en fait. Alors mes prochains projets, celui qui arrive très prochainement, c'est l'Ethno-Tendance Fashion Week Brussels, qui aura lieu le 27, 28 et 29 octobre à Bruxelles. Donc j'espère que vous pourrez toutes et tous venir faire un crochet par cette ville et venir découvrir l'inclusivité, la diversité et aussi la mode afro-caribéenne qui fait battre le cœur de Bruxelles, le cœur de l'Europe. Donc c'est un rendez-vous incontournable. Donc là, ça va être pas mal de préparation, beaucoup de boulot pour ce projet-là. Et puis la suite, c'est encore pas mal de présentations, de projets dans les médias, dans la communication. Donc je continue. Et puis je continue aussi à circuler, à réfléchir, à réveiller les consciences, à m'enrichir aussi à travers mon expérience de conférencière où j'ai toujours l'opportunité de voyager, d'intervenir. Très prochainement, je vais participer avec mon collectif au festival afroféministe Niasopo à Paris, où j'interviendrai sur la question des femmes afrodescendantes. Donc voilà, encore plein de choses en perspective, mais toujours le même cap. Donc continuer dans les médias, continuer en tant que conférencière et bien sûr rester ouverte aux opportunités et où le flot de la vie me mène.